Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à minuit. Évidemment, sur le plateau de cette émission, Donald Trump agite la menace nucléaire. Vous l'avez suivi avec David il y a un instant. Réponse à la Russie après, entre autres, des échanges très agressifs avec l'ancien président russe Medvedev. C'est l'info du soir, évidemment, au moment où Vladimir Poutine, en bras de chemise et en toute décontraction, répond à l'ultimatum pour dire qu'il ne ferait rien. Le colonel Pierre de Jong, Benoît Billon dans un instant, Nicolas Tenzer à 20h30. Tout de suite, le show Poutine avec son ami Alexandre Loukachenko. Regardez. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Sinon, dans 1 mois et demi, voire 2, je ne sais pas trop, il ne restera même plus de structures défensives en Ukraine. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer, pas saisir, c'est à nous. Et oui, c'est à nous. On reviendra largement sur ces séquences de Vladimir Poutine assez lunaires sur son banc, en vacances manifestement sur une île, avec son ami Loukachenko. Mais d'abord, évidemment, on va commencer avec cette info qui est arrivée il y a un petit peu moins d'1 heure, la menace nucléaire qui a l'air manifestement de changer de camp. Regardez ce message de Donald Trump publié sur son réseau social à 19h ce soir, suite aux déclarations hautement provocatrices de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. J'ai ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans les zones concernées. Et il poursuit, c'est sur son réseau social qu'il le dit, les mots sont très importants, peuvent souvent avoir des conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas le cas. Conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas le cas. Bonsoir à vous, colonel Pierre de Jong. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci également à Benoît Billon d'être avec nous. Bonjour à vous, cher Benoît. Merci d'être resté parce que il n'était pas prévu que vous soyez sur ce plateau, mais on est ravis d'avoir 2 éclairages, voire plus, puisque Bruno Combi va être avec nous dans un instant, spécialiste en génie nucléaire. On a besoin de ces lumières également. Qu'est-ce que ça veut dire, pour commencer, le message de Donald Trump, selon vous, colonel ? Ça veut dire qu'il va déployer 2 sous-marins nucléaires. Alors, il faut savoir que, comme toutes les puissances nucléaires, il y a toujours des sous-marins qui sont à la mer. Et il faut savoir que 2 sous-marins nucléaires, ça correspond au volume de sous-marins qui sont en permanence à la mer. Donc, ils sont en fait en plongée. On ne sait pas où ils sont. C'est une espèce de menace qui est, je dirais, urbi et torbi, qui est tous azimuts. Les Français en ont toujours un en mer. Donc, c'est comme ça. C'est la logique. Maintenant, donc soit il a donné l'ordre de se déployer, mais on voit bien qu'il rajoute une phrase. Il dit dans la zone un peu concernée. Ce qui veut dire que c'est possible que ce soit à la mer Baltique ou la Méditerranée. Vous voyez, il va se rapprocher soit de la mer Noire, soit de la Baltique. C'est pas impensable. Donc c'est possible que ce soit simplement une gesticulation destinée en fait à avoir comment on dit, une grammaire nucléaire qui corresponde en fait au message assez menaçant quand même de Medvedev. Il faut savoir que le nucléaire est fondé sur l'équilibre, sur un rapport de force équilibré dans lequel on a théoriquement le même nombre de sous-marins. Concrètement, les Américains ont 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins plus 4 sous-marins lanceurs de missiles de croisière. Les Russes ont à peu près la même chose. Donc c'est un peu sur une espèce d'équilibre. Donc le premier qui déséquilibre, l'autre y répond. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils vont mettre 4 sous-marins à la mer, ce qui ferait quand même beaucoup. Mais simplement, il annonce quelque chose. On est vraiment dans la gesticulation, quelque part. Et ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Rappelons-nous, les Français, en 2022, avaient mis au passage 3 sous-marins. Ouais. Quand les Russes sont rentrés en Ukraine, avaient mis 3 sous-marins à la mer. Alors, le fait est de le dire, évidemment, et ça, on va avoir largement le temps de détailler tout ça. Quand Donald Trump dit, pour répondre, que c'est une réponse à ce qu'avait dit l'ancien président russe Medvedev, alors, manifestement, c'est le prétexte qu'il prend. Est-ce que ça n'est qu'un prétexte ou pas ? En tout cas, pour rappel, donc voilà ce qu'avait dit Dmitri Medvedev. Si les propos de l'ancien président russe provoquent une réaction aussi nerveuse chez un président américain aussi redoutable, ça signifie que la Russie a tout à fait raison et qu'elle continuera à suivre sa voie. Quant à l'économie moribonde de l'Inde et de la Russie et à l'entrée en territoire dangereux, qu'ils se souviennent de ses films préférés sur les morts vivants et du danger que peut représenter une main morte. C'est pas une main morte, c'est ça, c'est pas tout à fait la bonne traduction. Dead Man Switch. C'est l'appellation familière d'un système qui s'appelle périmètre, en fait, c'est le nom, qui est un système de commandement et de contrôle partiellement automatisé pour les armes nucléaires soviétiques d'abord et que la Russie a conservé en service, et qui est destiné à permettre l'assurance d'une seconde frappe, c'est-à-dire même si les centres de décision politique russes sont frappés, c'est-à-dire concrètement si Vladimir Poutine et son entourage sont tués par une frappe nucléaire de décapitation, ce système est censé permettre que la riposte se fasse même
en l'absence d'ordre formel. C'est-à-dire, si le centre de décision est détruit, la riposte se fera quoi qu'il arrive. Donc, grosso modo, ça ne sert à rien de tuer les dirigeants pour essayer d'empêcher la deuxième frappe parce qu'elle arrivera quoi qu'il arrive. Et ça existe dans tous les systèmes Alors, ça existe de façon publique en Russie et les États-Unis disposent d'un système équivalent. Je n'ai pas d'informations sur les autres puissances. Donc, si l'on comprend bien, ça veut dire que Dmitri Medvedev, qui parle beaucoup en ce moment, il a eu des périodes dans cette guerre. Il fait souvent le bad cop, voire le very bad cop, parce que il emploie des termes qui sont encore plus crus et violents que ce que peut faire Vladimir Poutine. Donc, lui dit, au moment de cette déclaration, attention, président américain, s'il s'amuse, nous, on pourra répondre ce que vous venez de nous détailler, Benoît. Et là, le président américain répond, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au plus près. C'est ça, en fait, c'est au plus près. Il ne donne pas la localisation exacte, mais c'est ça. On va se mettre au plus près et rira bien qui rira le dernier, en gros. Est-ce qu'on est là sur une escalade très dangereuse, parce que vous avez employé le mot de gesticulation tout à l'heure. On a l'habitude en général sur la dissuasion nucléaire, on en a beaucoup parlé notamment au début de la guerre en Ukraine. C'était les Russes qui l'agitaient beaucoup, quand les Occidentaux, eux, étaient plutôt assez soft et assez en retrait par rapport à tout ça. Alors, c'est pas la même chose. Je veux dire officiellement. En 2022, on était sur un sujet d'armes nucléaires tactiques. Oui. Donc, c'est pas le même sujet. Là, on est sur les armes stratégiques, donc les armes nucléaires stratégiques. En fait, ce sont des missiles balistiques qui vont partir à 10 000 km. Donc, c'est une arme anti-cité ou anti-grand centre, même si c'est très précis, bien évidemment. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est pas le même niveau du tout. Là, on rentre dans des modalités qui sont quand même assez extraordinaires. C'est très rare d'avoir ce genre de montée en puissance. D'autant que, si vous voulez, dans les mots, vous voulez dire encore une fois. On est loin du compte, encore une fois. Pour qu'on soit bien clair et que les gens qui nous regardent comprennent bien aussi, parce que c'est pas forcément évident, des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, qui soient américains, français, russes, il y en a en permanence. Sous l'eau. Par contre, ce qui va se passer, l'escalade va se révéler comment ? Là, vous avez donc une déclaration politique qui dit on met 2 sous-marins à la mer. Ils sont probablement déjà, il y a peut-être un 3e, c'est pas très grave. Il a fait une déclaration, donc il a annoncé quelque chose qui est, à l'attention du Kremlin en disant attention, on fait quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que tous les satellites américains et russes vont se mettre au-dessus de leurs compétiteurs. Donc les Russes au-dessus des États-Unis et les Américains. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont observer ce qui se passe dans la réaction, très concrètement. Est-ce qu'ils vont sortir des missiles qui étaient en stock ? Est-ce qu'ils vont commencer à sortir ? Parce que les Russes ont beaucoup de missiles balistiques sur véhicules, ou en tout cas capables de bouger. Donc c'est pas impensable. Donc il va y avoir une réaction, ils vont l'observer. Et à partir de là, l'un ou l'autre, ils prendront la mesure suivante. Et là, on rentre dans l'escalade. Donc tant qu'on est qu'au stade de la déclaration, pour l'instant on est sous l'eau, on verra pas grand-chose. Donc bilan, vous voyez, mais on va attendre s'il y a une escalade. Après, il y a une double escalade, ça c'est l'escalade militaire. Après, il y a l'escalade verbale, dans lequel Poutine, demain, il peut dire, voilà, je suis scandalisé par ce qui se passe, et moi, à mon tour, j'en mets 2. Et sans le vérifier non plus. Vous voyez, donc on est sur un sujet qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que cette mise en pression, elle peut durer relativement longtemps, parce que ces sous-marins tiennent dans l'eau plusieurs mois. Oui, bien évidemment. Juste, avant de prendre Bruno Combi, qui est avec nous en ligne et que je remercie et que je salue, Benoît Billan, juste une question. Quand effectivement les satellites vont chacun surveiller l'ennemi, on peut dire l'ennemi, je pense là à ce stade-là, il y a aussi un risque, c'est tout simplement le risque d'incident. Ça peut arriver quand on bouge des éléments comme ça. Ça peut arriver. Pour autant, là, ce qui a été fait est pas fait pour accroître les tensions. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dans la façon dont les Américains les utilisent, sont des armes destinées précisément à la seconde frappe, c'est-à-dire la riposte si on est attaqué. Si Donald Trump avait voulu être beaucoup plus agressif, il aurait pu, par exemple, relever le niveau d'alerte de ces silos. Donc, c'est des silos qui sont sur le territoire américain, ou de ces bombardiers stratégiques qui sont également dotés d'armes nucléaires. Là, ce sont des armes qui sont plutôt des armes de première frappe. C'est celles qu'on va utiliser pour, par exemple, une frappe de décapitation. Ça aurait fait monter très vite et très fort les tensions avec la Russie. Déployer des sous-marins, c'est dire, je vous rappelle que j'ai des armes nucléaires, je vous indique que je suis quelqu'un de sérieux, donc faites attention à ne pas déraper dans vos escalades verbales, n'allez pas trop loin, mais pour autant, je ne veux pas faire monter les tensions plus que nécessaire, parce que les armes nucléaires que je déploie à bord de ces sous-marins
sont des armes que je n'utiliserai pas en premier, c'est le sous-entendu. Donc on est sur c'est d'ailleurs même surprenant par rapport à la communication souvent excessive de Donald Trump, c'est qu'on est sur un langage qui là est beaucoup plus subtil que ce que le post de Trump sur son réseau social laisse. Sur une échelle, sur une échelle qui va se gravir petit à petit ou pas. Mais Donald Trump, dont on a l'habitude qu'il parte un peu dans tous les sens, là il a une réaction qui est plutôt raisonnable entre là, et c'est un message de dire aux Russes, plutôt que Medvedev, on aimerait parler avec les gens sérieux parce que là, on ne parle pas de sujets qui se prêtent à des dérapages verbaux immodérés. Alors, juste une précision pour vous dire que Donald Trump, il est à la Maison-Blanche en ce moment, on surveille tout ça, bien évidemment. Il devrait quitter a priori la Maison-Blanche à 22h pour aller prendre un hélico ou un avion. Évidemment, on est sur place et on surveille. S'il y a une prise de parole, il adore parler sur le tarmac. Donc, on surveille, on aura un traducteur, tout ce qu'il faut pour pouvoir nourrir tout cela, évidemment, si besoin il en était. Bruno Combi, donc, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en génie nucléaire. Bonsoir, Bénédicte. Cette info, elle est tombée il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Alors, c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde parce que on s'attendait pas, en fait, pour tout vous dire, Donald Trump avait eu dans la journée des propos qui semblaient dire, il a un peu lâché la rampe sur l'ultimatum, il a bien compris que ça marcherait pas. Là, manifestement, ce qu'on disait sur le plateau pendant que vous attendiez, c'était il passe à l'étape supérieure, il monte une marche, mais de façon assez raisonnable. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait d'accord. C'est une joute verbale à ce stade. Il y a plusieurs niveaux d'alerte en cas de crise nucléaire comme ça. Là, on est pour l'instant dans le verbal. Les Russes ont verbalement, en quelque sorte, menacé, ou en tout cas tenu des propos considérés comme menaçants par les Américains. Donc les Américains répondent au niveau de cette joute verbale. Nous aussi, nous avons des forces nucléaires. Nous aussi, nous avons une grosse matraque et des gros muscles. Et donc, tenez-vous à carreau, en quelque sorte, sinon on passe à l'étape supérieure. Alors, les 2 sous-marins nucléaires dont il est question sont en réalité probablement déjà en mer, puisque les Américains ont une flotte de 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Rappelons qu'à bord de chacun de ces sous-marins, il y a une puissance de feu qui est de l'ordre de 1000 fois Hiroshima. Donc c'est le principe même de la dissuasion. C'est si tu m'attaques, je peux te détruire en te causant des dommages extrêmement graves, de manière à ce que tu ne m'attaques pas. Donc là, ce sont simplement des menaces. Donc Trump répond par des menaces. Alors il faut préciser que Medvedev est quand même assez connu pour ses déclarations souvent un peu impétueuses et assez peu diplomates. Et Donald Trump, qui n'a pas sa langue dans sa poche non plus, se doit de répondre, mais de manière mesurée pour pas quand même trop faire monter la tension et passer aux étapes supérieures. Alors concrètement, les sous-marins sont déjà sur zone en position de pouvoir répondre à tout moment. C'est le principe de la dissuasion. Et là, sans doute qu'il y a eu, ou il peut y avoir en tout cas, des messages envoyés aux sous-marins, puisque le sous-marin reçoit des ordres, mais n'émet jamais sur le plan communication radio. Donc il peut y avoir des instructions de mise en alerte à un niveau supérieur ou pas. Ça peut aussi être purement verbal pour l'instant. Juste votre avis, Pierre de Jong, sur justement ce que soulignait Bruno Combi. Il répond à Medvedev. Alors, il a sans doute raison de répondre, parce qu'il faut sans doute parler aussi le même langage que l'adversaire. Mais est-ce qu'il a raison de répondre à Medvedev ? Est-ce qu'il ne devrait pas s'aligner sur la communication de Poutine plus Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que normalement le nucléaire, c'est à niveau. En fait, on est sur un niveau, d'autant que le dialogue s'effectue à ce niveau-là. Et c'est pas entre guillemets les sous-fifres qui gèrent l'armement nucléaire. Moi, je pense que Medvedev a dit n'importe quoi. Il a été président un certain temps, donc il a des informations, il utilise un vocabulaire. Et puis, on sait très bien que Medvedev utilise, régulièrement, il dépasse les bornes. Enfin, il dit absolument n'importe quoi. Son rôle aujourd'hui, c'est, je crois, chef adjoint du Conseil de sécurité. Oui, voilà, mais c'est important, c'est important. Le Conseil de sécurité est très important. Mais et il y est depuis très longtemps en plus. Donc, encore une fois, c'est un personnage qui est relativement important dans le système, d'autant qu'il fait partie des candidats potentiels qui pourraient éventuellement le remplacer. C'est un très très proche de Poutine. Donc j'imagine, s'il a menacé, Poutine lui a dit, vas-y, amuse-toi, dis quelque chose. Le problème, encore une fois, c'est que l'armement nucléaire de ce niveau-là, si vous voulez, on rigole pas avec.
on peut faire plein de choses avec. C'est Napoléon qui disait, qu'on peut tout faire avec les baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. C'était qui déjà? Ça m'échappe. Je sais pas, mais c'est pas Napoléon. C'est pas Napoléon. C'est pas Napoléon. Mais bref, mais l'idée elle est là. On joue pas avec le nucléaire. Et c'est vrai que la règle du nucléaire, enfin stratégique, c'est pas une blague. Le tactique c'est un peu différent parce c'est une arme d'emploi pour les Russes, pour les Américains un petit peu aussi. Donc c'est un sujet. Mais par contre, ça c'est impossible. C'est la stabilité du monde. Donc on voit qu'il va demain ou après-demain, il va y avoir une espèce de dialogue. Et pourquoi? Parce que c'est peut-être assez malin de la part de Trump. Parce que derrière tout ça, il y a le dialogue au plus haut niveau. Donc c'est ce qu'on appelle le téléphone rouge dans le temps. Ouais. Et donc ça va obliger Trump et Poutine à discuter, à décrocher les téléphones et à se parler. Voilà. Et puis voir qu'est-ce qui se passe. Et ton Medvedev, il dit n'importe quoi, etc. Donc il va y avoir un dialogue qui va se mettre en place et on verra dans les jours qui viennent s'il y a une baisse des tensions ou s'il y a une accélération. Alors, juste micro-question, après je lance la pub, promis, parce que je sais qu'après vous devez partir, Benoît Billan. Est-ce que... j'ai oublié ma question, mais c'était certainement très intelligent. C'est pas grave, ça me reviendra pendant la pub. Je la poserai à Pierre de Jong, c'est pas grave. Et à Bruno Combi, vous restez avec nous, hein, Bruno. Ok, on revient dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Allez, 20h17, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre, toujours avec le colonel Pierre de Jong, également avec Bruno Combi qui nous fait l'amitié de nous accompagner pour nous éclairer sur cette menace lancée par Donald Trump sur son réseau social et non pas par les canaux diplomatiques habituels. Voilà ce qu'il dit, le président américain. Suite aux déclarations hautement provocatrices de Dmitri Medvedev, que je vous ferai lire juste après, j'ai ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans les zones concernées. Le président des États-Unis qui poursuit son message en expliquant que les mots sont très importants et qu'ils peuvent souvent avoir des conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas le cas. Alors pourquoi dit-il cela? Parce qu'il y a quelques jours, voilà ce que disait Medvedev lui-même, donc pour rappel, ancien président russe, il est maintenant au Conseil de sécurité. Si mes propos provoquent une réaction aussi nerveuse chez un président américain aussi redoutable, ça signifie que la Russie a tout à fait raison et qu'elle continuera à suivre sa voie. Deuxième partie du message, très importante. Quant à l'économie moribonde de l'Inde et de la Russie et à l'entrée en territoire dangereux, il reprend les mots de Trump, qu'ils se souviennent de ses films préférés sur les morts vivants et du danger que peut représenter, alors ce qu'on a traduit par une main morte, mais un dead man switch, qui n'existe pas dans la nature. On rappelle ce que ça veut dire, c'est la possibilité ça garantit en fait un tir de riposte en cas de tir ennemi. Ouais, voilà. Survivre à une première frappe. Voilà, survivre à une première frappe, exactement. Voilà où on en est ce soir, colonel De Jong. Donc, plusieurs choses. 2 sous-marins, alors on ne sait pas si c'est 2 sous-marins nucléaires supplémentaires ou 2 sous-marins nucléaires qui font en fait partie, qui sont en permanence sous l'eau. En fait, il y en a au moins 2, voire 3 ou 4 des sous-marins nucléaires américains qui sont sous l'eau tout le temps. Il y en a tout le temps 2. Ça, c'est certain. Les Français en ont 1 et les Américains en ont au moins 2. Alors, est-ce que ce sont ces 2-là ou est-ce que ce sont 2 supplémentaires? On n'a pas la précision. Sachant que les surfaces qui couvrent sont énormes, parce qu'en fait, ils sont sur toutes les mers. En général, c'est un coup à l'ouest, un coup à l'est, le Pacifique, et puis l'océan Indien ou l'Atlantique. Et l'Atlantique. Donc là, il est probablement qu'il y a les 2 sous-marins qui sont en place et qui sont en mer, avec une montée en puissance probablement à l'intérieur du sous-marin, mais ça, on ne le sait pas, bien évidemment. Et puis le deuxième point, c'est qu'éventuellement, la mise en alerte d'autres sous-marins, la préparation à la sortie en mer d'autres bateaux. Sachant, rappelons-nous qu'en 2022, les Français en avaient mis 3. Et donc, en une semaine, les 3 bateaux étaient sous l'eau. Bon, encore une fois, c'est de la dissuasion. On n'est pas dans l'opération, on n'est pas dans l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important. Encore une fois, le nucléaire, c'est une arme politique, c'est pas une arme militaire. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la diplomatie lourde ou de la politique un petit peu raide. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout, encore une fois, dans des bombardements des villes russes ou des villes américaines, évidemment. Bruno Combi, la différence, c'est qu'effectivement, il l'annonce sur un réseau social. En général, on ne sait pas. Quand on en déploie en plus, ou on le sait après. On ne sait pas dans quelle zone ils sont déployés. Là, on le sait à peu près. En tout cas, on le devine. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait eu un déploiement d'armes nucléaires américaines en Grande-Bretagne. On en avait parlé. Les Américains avaient installé de nouvelles bombes nucléaires tactiques sur le territoire britannique. Et alors, j'ai lu dans un papier qu'en fait, cet avion, elles ont été transportées par avion, et l'avion avait laissé ses transpondeurs allumés, ce qui ne se fait jamais lors de ce genre de transport, parce qu'il fallait que les Russes, Vladimir Poutine, sachent qu'il y avait des armes nucléaires américaines qui étaient en train d'être transbordées jusqu'au Royaume-Uni. Ça fait aussi partie, ça, de la dissuasion, Bruno ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle du signalement stratégique. On notifie à l'ennemi, on l'informe qu'on est en train de prendre des dispositions pour lui montrer qu'on ne se laisse pas faire. Dans ce qui s'appelle la règle des 4C dans la dissuasion nucléaire américaine, il y a la capacité, la crédibilité, le commitment et la communication. Donc C, 4 fois. Et là, on voit que par cette déclaration, il affirme en fait sa force sur 3 des 4 C, qui sont la capacité. Il a 2 sous-marins nucléaires qui sont en mesure de frapper ou auxquels il ordonne de partir, mais en réalité, ils sont déjà en mer. Alors, personne ne sait exactement où sont ces sous-marins pour assurer leur sécurité. Mais ils ont une zone d'affectation, donc on sait qu'ils sont dans une certaine zone et le président américain peut leur demander de faire évoluer cette position pour se rapprocher, par exemple, d'une cible potentielle. Mais c'est toujours une zone indéfinie. Le sous-marin lui-même, seul, sait où il se trouve à chaque instant. Et tout ça, c'est donc la dissuasion. Donc il y a la capacité, il y a 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins déjà en mer qui sont capables de frapper. Le commitment, c'est-à-dire qu'il s'affirme comme déterminé à faire le nécessaire au cas où. Et puis la communication, on voit bien qu'il communique, puisque en l'occurrence, c'est sur Twitter. Sur son réseau social, parce que Twitter, il a laissé tomber. Question, Bruno Combi, selon vous, est-ce que c'est les propos de Medvedev ont été le prétexte pour Donald Trump à faire cette annonce, ou est-ce que c'est vraiment ça a vraiment été la cause première du déclenchement de cette annonce? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Donc, difficile de répondre à ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que Trump réagit aux propos de Medvedev. Mais on peut toujours, comme il y a toujours une succession d'actes les uns derrière les autres, c'est des enchaînements en réalité qui sont des situations qui évoluent avec le temps. Donc, on verra ce qu'il en sera ces prochains temps. Je pense que ça va monter un petit peu dans les tours et ensuite retomber. On reste quand même pour l'instant au niveau purement de la joute verbale, et bien sûr qu'une grande puissance comme les États-Unis ne peuvent pas se faire c'est pas insulter, mais enfin provoquer de cette manière sans à un moment donné donner une réponse qui marque à la fois un certain calme et qu'on n'est quand même pas au stade de la guerre nucléaire, mais aussi une certaine fermeté et qu'il ne faut pas jouer avec ces forces-là. Donc il était nécessaire qu'il réponde, évidemment. Alors je vous redis ce que je disais tout à l'heure, Donald Trump, il va quitter la Maison-Blanche pour s'envoler vers un de ses golfs. On sera sur le tarmac avec un micro, évidemment, pour écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il va certainement être interrogé là-dessus, c'est assez évident. Puisque vous disiez, il ne faut pas que les États-Unis se laissent balader comme ça par le bout du nez ou humiliés par les Russes. Je voudrais juste vous montrer une image. On va juste mettre l'image, si c'est possible, je m'adresse à la régie, si c'est possible, de Vladimir Poutine avec Loukachenko. Je vous ferai écouter des sons tout à l'heure, mais je voudrais juste que vous voyez ce qu'il a publié aujourd'hui, ce qui a été publié par les médias russes aujourd'hui. On avait un Vladimir Poutine, alors qui est à la messe d'abord, mais qui est sur un banc avec son ami Alexandre Loukachenko, en bras de chemise, extrêmement détendu. Ils sont manifestement sur une île. Il a donné une longue interview, il a parlé de plein de choses. Et notamment de ce fameux ultimatum de Donald Trump. Je vous ferai écouter des extraits tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas là un côté un peu je m'en foutiste qui aurait pu encore plus agacer Donald Trump, parce qu'on sait que la moutarde lui monte au nez de plus en plus jour après jour, Donald Trump. Alors, honnêtement, je ne crois pas. Simplement, clairement, la Poutine est sortie de la naphtaline, puisqu'en fait, c'est Peskov qui communique en général, c'est rarement Poutine. Donc Poutine est à la manœuvre, c'est l'été, donc c'est un homme politique, il fait de la communication. En même temps, la situation n'est pas mauvaise pour lui, sur le terrain, ça se passe plutôt pas mal. Les Ukrainiens souffrent terriblement. Bon, il est menacé régulièrement des menaces de Trump, mais visiblement, ça ne l'affecte pas directement. Donc, encore une fois, je pense qu'il est plutôt en situation de domination. En tout cas, c'est lui le maître des horloges. Maintenant, je reviens un petit peu sur l'aspect communication. C'est très important que Trump communique, parce que votre ennemi, votre adversaire potentiel doit savoir ce que vous faites. Parce qu'encore une fois, sinon, on ne comprend plus rien. Oui, mais normalement, ça ne se dit pas sur les canaux diplomatiques. Non, ça dépend. Comme on a fait avec les transfondeurs la semaine dernière. Il peut y avoir une déclaration. Une déclaration, mais ça se dit. Si on ne le dit pas, ça ne sert à rien. Parce que votre sous-marin, il était dans l'eau et personne ne saura qu'il est en alerte. Donc, il faut dire qu'il est en alerte. À ce moment-là, votre adversaire potentiel va le prendre en compte et va comprendre que vous avez monté d'un cran. Le deuxième point maintenant sur Poutine, c'est que Poutine a envoyé Medvedev au casse-pipe. Et moi, je relis encore une fois la déclaration de Trump, ou ce qu'il vient de faire, la mise en alerte des sous-marins que vient de faire Trump, je le relis en fait à l'aspect ultimatum qu'il a mis en place depuis quelques semaines, particulièrement avec les Russes. On sait que ce week-end ou dans les jours qui viennent, c'est la fin de l'ultimatum. Ça fait partie de l'ultimatum d'une certaine façon. C'est un package dans lequel on voit bien qu'il y a une partie militaire
militaire et une partie économique. Et là, il y a peut-être une partie militaire qui joue de monter en pression. Mais encore une fois, il faut rassurer nos auditeurs, il n'y aura pas de guerre nucléaire pour l'Ukraine. C'est impensable, à moins qu'il y ait un dérapage. Alors là, le docteur Folamour, le gars qui dérape sur le bouton... Un dérapage ou un accident même. Oui, mais en fait, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, le contrôle est tellement précis, tellement méticuleux, tellement professionnel, on ne peut pas imaginer comme ça une erreur, une montée en tension. Même Trump, qui est un sanguin, je ne le vois pas en train de donner l'ordre de tirer. Donc après, c'est pas mais on est quand même face, Bruno Combi, on est quand même face à deux hommes qui ont un ego particulier, on va dire, qui sont particulièrement virils. On n'en voit pas un lâcher devant l'autre et essayer de calmer le jeu. Donc, est-ce qu'il n'est pas effectivement assez rassurant de voir que Donald Trump fait un message, somme toute, assez raisonnable ? Oui, tout à fait. Ça reste au niveau des menaces verbales. Mais il ne peut pas ne pas réagir. Donc il réagit, mais il réagit avec mesure. D'ailleurs, le simple fait qu'on parle de l'idée que Trump soit en train de prendre l'avion pour aller à son week-end de golf habituel montre bien que la crise n'est pas très grave. Parce que si elle l'était, il serait dans son PC et son bunker avec son état-major et ça serait branle-bas de combat chez tout le monde, y compris à Washington. Il ne serait pas en train de partir pour jouer au golf. Et la prochaine étape, c'est quoi ? Parce que Vladimir Poutine va considérer qu'il ne peut pas ne pas répondre également. C'est donc le risque de l'escalade, il est évidemment là. Vous nous disiez, là, on est sur le premier barreau de l'échelle, on est dans les mots. Ça peut continuer comme ça. Vladimir Poutine peut dire, puisque c'est comme ça, moi je vais... Il en a 14 aussi, le même chiffre que les États-Unis, des sous-marins des SNLE. Il peut dire, puisque c'est comme ça, moi je vais en mettre au large des États-Unis, au large de la Floride, pas loin de chez Donald Trump. C'est ça ? Il fait déjà. Oui, ce qu'il fait déjà, mais il ne le dit pas. Oui, c'est pareil. Sans doute qu'il peut réagir comme ça. Alors après, il y a plusieurs suites possibles. Soit effectivement, ça peut surenchérir encore du côté de la Russie, ou le ballon peut se dégonfler parce qu'il y en a un qui a fait sa petite menace, l'autre qui a répondu, il décide de se calmer pour pas trop faire monter la tension. Donc ça peut à la fois se tasser, se maintenir et continuer, ou monter dans les tours et passer à la vitesse supérieure. Tout est possible, c'est l'avenir qui répondra. Oui, allez-y. Oui, je vous rappelle un point très important, c'est que les Russes ont un armement nucléaire qu'ils transportent sur des véhicules. Je prends le Sarmat, par exemple, qui est un engin complètement incroyable, c'est le dernier qui est sorti, il peut tirer à 20 000 km. Il fait le tour de la Terre. Donc on a un vrai problème. Donc là, on voit bien que du point de vue balistique, les Russes ont clairement un temps d'avance. Donc on voit bien qu'eux, ils pourraient très bien sortir le Sarmat de la Naftaline et tournicoter sur le terrain de foot. Alors j'exagère un petit peu, bien évidemment. Mais en fait, faire de la gesticulation avec ce genre d'engin que les Américains n'ont pas. Les Américains ont des engins à terre, mais dans des silos. Les Minuteman est dans les silos. Donc il peut tirer à partir d'un silo, mais il ne peut pas bouger. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage qu'ont les Russes, c'est d'avoir la possibilité de gesticuler davantage que les Américains. Puisque vous disiez tout à l'heure que vous voyez, vous, Pierre, cette déclaration de Donald Trump comme une réponse, cet ultimatum pour lequel il n'a pas justement de réponse, est-ce que ça veut dire que là, il a utilisé sa dernière cartouche, sans mauvais jeu de mots ? Alors, je ne sais pas, on verra dans les jours qui viennent, mais c'est vrai qu'il met la barre un petit peu haut, et c'est vrai qu'on sent bien que les menaces sur des sanctions économiques un peu plus fortes dans les semaines qui viennent ne vont pas altérer, on va modifier la trajectoire des Russes, bien évidemment. Donc effectivement, ils jouent une carte très forte. Mais comme toujours, dans la gesticulation, il y a la partie sanctions économiques et sanctions militaires. Donc c'est vrai, la sanction militaire fait qu'il profite quelque part de Medvedev, qui a fait une grossière erreur, parce que c'est grossier, c'est limite stupide quelque part. Donc c'est vrai qu'il ne se met pas à parité, mais il dit quand même, on ne va pas exagérer, je suis les États-Unis, je suis capable de répondre. Rappelons-nous la crise de Cuba en 62. Mais pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais Joe Biden, il aurait répondu comme ça ? Pas forcément. C'est pas impensable. C'est pas impensable ? Pas impensable. Alors, je pense pas, parce que Biden était plus... Ils essayent peut-être de voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est pas impensable. Encore une fois, ce que je pense fondamentalement, c'est que Trump est un pacifiste. C'est un isolationniste, un non-belliciste, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il a fait ça en conscience, en se disant, j'envoie le message, ok, maintenant je vais jouer au golf. Donc, il n'est pas sur un modèle de montée en tension. En tout cas, je le sens pas comme ça. Il est bien conseillé, d'ailleurs, dans son état-major personnel, etc. L'armée américaine, il y a le très grand professionnel. Il n'y a rien à dire. C'est une armée qui est pléthorique, qui est forte, qui est puissante, qui est riche, qui a tous les moyens, qui est sur l'ensemble de la planète. Et en plus, c'est des combattants. Ils ont fait la guerre en Irak, en Afghanistan. Donc, ils ont la connaissance, contrairement aux Chinois, par exemple. Ils ont la connaissance de la stratégie, de la tactique. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le vrai problème, avec le nucléaire, c'est une arme politique. C'est une arme qui est dans les mains du chef de l'État. C'est comme en France. C'est lui qui va décider du feu ou pas. Donc, Trump, faut pas trop l'agacer. Il ne va pas dire un missile nucléaire sur Moscou d'un matin, mais il a des cartes à jouer. Il va les jouer les unes après les autres. C'est un gamer aussi. C'est un joueur
joueur quelque part. Ouais. Donc il va profiter de ça pour jouer sa propre carte, en tout cas pour récupérer de la crédibilité. Que quand Medvedev le menace directement avec l'histoire de la main morte, etc., de gens, on peut dire un missile, vous n'avez pas les moyens, etc., ben, il se remet dans le jeu en disant, nous on a les moyens et je vais vous montrer ce que je sais faire. Maintenant, j'imagine que Poutine, qui est un monstre froid, qui est un personnage totalement calculateur, je suis intimement convaincu que Poutine ne va pas monter en pression. Ah, qu'il ne va pas monter en pression. Ouais. Alors je fais un pari, je vais partir en vacances demain, donc on verra. On n'est pas beaucoup de risques. Il a dit, en plus, il a dit quelque chose quand même à 2 reprises, Donald Trump hier soir. Il insiste parce que sans doute, alors moi, nous on l'avait interprété comme ça. Il dit à deux reprises, ça n'est pas ma guerre. Ça n'est pas moi qui l'ai lancé, j'essaye d'y mettre fin, mais c'est la faute de Biden en gros. Et donc on s'était dit, en fait il est en train de baisser les bras et de réaliser qu'en fait il ne va pas réussir à mettre fin à cette guerre. Finalement là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à voir cet homme qui dit ça n'est pas ma guerre et qui, parce que c'est pas un belliqueux, effectivement, il ne veut pas que les États-Unis soient en guerre où que ce soit. Il est dans sa campagne d'ailleurs, c'était on sera en guerre nulle part, de dire je suis forcé par l'état du monde, on compte sur moi. Un peu comme une mission, quoi. Mais votre question est parfaitement juste, pour une raison très simple. Je suis un peu historien aussi. Bon, je fais la science politique, mais je suis historien. J'ai beaucoup étudié la guerre du Vietnam. Il y a un personnage américain qui s'appelle Lyndon Johnson, qui arrive aux affaires après la mort de Kennedy. C'est un démocrate. Il a un grand projet qu'il appelle la grande société. Il veut rénover la société, il veut transformer les relations entre les Noirs et les Blancs, etc., etc. Un grand projet démocrate. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend la guerre du Vietnam et il va jusqu'au bout de 69. Quand Nixon le remplace en 69, il y a encore la guerre du Vietnam qui s'arrête en 73, 75. Enfin, 75, la fin de la guerre. Donc ce personnage, je pensais à lui justement. Trump, c'est un peu Lyndon Johnson. Alors l'autre est c'est la République. Le chef de guerre malgré lui. Oui, voilà, parce qu'on voit bien qu'il est isolationniste. Il va avoir une stratégie, je dirais, régionale sur le Canada, sur le Groenland, etc. C'est un homme d'affaires. Il veut développer le système. Donc il a un environnement, je dirais, des affaires. Alors il nous choque, mais on peut le comprendre pour les Américains. Pourquoi pas? On verra dans les semaines qui viennent. Et puis 3, c'est un non belliciste. Il veut pas la guerre. Il le dit urbi et torbi. Donc c'est vrai qu'il est lancé dans une espèce de système en fait qu'il veut pas. Il le dit tout le temps. Il le dit à longueur de temps. Il dit je veux pas la guerre, c'est pas ma guerre, je la ferai pas. Même il l'a dit sur l'Ukraine. Il a dit je la financerai pas. Ce sont les Européens qui vont la financer. C'est comme ça qu'il voit les choses. Mais il le dit d'ailleurs. Mais bien sûr, il le dit tout le temps. Donc en fait, il est sur un modèle où en fait, il se met en défensive quelque part. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure, Pierre de Jong. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bruno Combi, si vous êtes dispo, je vous garde évidemment et j'accueille Nicolas Tenzer tout de suite sur ce plateau, enseignant à Sciences Po, grand spécialiste de toutes ces questions-là, évidemment. Bienvenue à vous, Nicolas Tenzer. On se retrouve dans quelques instants après la pub. Allez, suite de cette émission, on est toujours en direct évidemment, 20h37, en compagnie de Nicolas Tenzer qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous, enseignant à Sciences Po Paris, auteur de Notre guerre ou encore Fin de la politique des grandes puissances, tout cela à l'Observatoire, aux éditions de l'Observatoire, entre autres ouvrages bien évidemment. Merci infiniment d'avoir accepté de nous accompagner. Pierre de Jong est resté avec nous. Merci beaucoup également Pierre de Jong. Et puis Bruno Combi est toujours en ligne avec nous également parce qu'on parle de cette info donc, qui est tombée il y a 1h30 maintenant. On découvre un message de Donald Trump sur son réseau social, Truth Social, et voilà ce qu'il dit. Suite aux déclarations hautement provocatrices de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, j'ai ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans les zones concernées. Les zones concernées, on verra ce que ça peut vouloir dire, et il poursuit. Les mots sont très importants et peuvent souvent avoir des conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas le cas. De quels mots parle-t-il? Il parle de ce message publié il y a quelques jours par le dit Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, qui disait ceci. Il s'adressait en fait à Donald Trump. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux par message interposé. Si les propos de l'ancien président russe que je suis provoquent une réaction aussi nerveuse chez un président américain aussi redoutable, ça signifie que la Russie a tout à fait raison et qu'elle continuera à suivre sa voie. Et il poursuit avec ce message, ce sont ces mots-là qui sont importants, il parle donc de l'économie moribonde de l'Inde et de la Russie, qu'ils se souviennent, donc il parle de Trump, de ses films préférés sur les morts-vivants et du danger que peut représenter une main morte qui n'existe pas dans la nature. La main morte étant donc la riposte automatique, si j'ose dire, à une attaque nucléaire. On expliquait tout à l'heure, on vous tire dessus. Ça ne sert à rien d'aller tuer le président Vladimir Poutine en l'occurrence, parce que la riposte sera automatique. Donc il n'y aura pas besoin d'un président russe pour appuyer sur le bouton. En gros, c'est ça. Vous voyez cette séquence-là comment, Nicolas Tenzer? Est-ce que c'est grave, ce qui s'est passé là il y a 1 heure? Alors,
Non, je vais vous dire non. D'abord, alors il y a deux parties dans cette histoire. Il y a d'abord le côté Medvedev. Medvedev, il est totalement habitué à ce genre de provocation nucléaire. C'est un peu sa marque de fabrique. Voilà. Alors il est plus ou moins enivré quand il le dit, mais peu importe d'une certaine manière. C'est assez classique. C'est assez classique d'ailleurs aussi de la part d'autres propagandistes que l'on voit sur la télévision russe. On pense à Vladimir Soloviev par exemple. Poutine, c'est un peu plus rare. Il l'a fait 1 ou 2 fois, mais en tout cas, il faut savoir que cette rhétorique nucléaire, elle existe depuis très longtemps et elle nous a, nous collectivement, disons occidentaux, dissuadés ou autodissuadés plus exactement pendant très longtemps. Et je pense qu'on a fait porter d'ailleurs beaucoup trop d'attention, on a été beaucoup trop paralysés par ce chantage nucléaire russe. Et ça nous a coûté concrètement, je dirais, la guerre en Ukraine, peut-être même la guerre avant en Géorgie en 2008. Enfin bon, on pourrait revenir longuement sur cette histoire. Ensuite, vous avez la réaction du président américain qui, pour une fois, je vais dire, agit de manière présidentielle. C'est-à-dire qu'il dit, attention, il ne faut jamais prendre une menace nucléaire à la légère, d'ailleurs c'est ce qu'avait dit aussi Joe Biden, mais qui lui s'était laissé intimider, et aujourd'hui je vais prendre des mesures, donc il le fait de manière très posée, finalement, à la différence de son habitude, et il dit, voilà, on va faire quelque chose. Alors quelque chose qui est effectivement un signalement. C'est-à-dire concrètement quelque chose qui est un message, qui est envoyé pas seulement d'ailleurs à la Russie, mais qui est envoyé aussi au reste du monde, et qui concrètement ne change absolument rien. Parce que ce n'est pas parce qu'on va approcher des sous-marins dans un lieu, par définition, que personne ne peut connaître, pas plus que l'on connaît évidemment, heureusement, la place des sous-marins lanceurs d'engins français, eh bien, c'est pas ça qui va changer. Parce que de toute manière, les capacités de dissuasion nucléaire américaine, la capacité pour les Américains d'atteindre la Russie, je veux dire, c'est pas parce qu'on va approcher de sous-marins à un endroit X que ça change quoi que ce soit. Donc c'est juste de la gesticulation nucléaire. Et pour le reste, il faut surtout ne pas s'affoler parce que je pense qu'aucun des deux, de toute manière, n'utilisera l'arme nucléaire qui signifiera pour l'un et pour l'autre, et Poutine, on le sait, a quand même très peur de la mort, la destruction personnelle immédiate. Parce que la question... Pardon, j'ai fait valser mon stylo. La question qu'on posait tout à l'heure, ce que je demandais à Pierre de Jong, est-ce que répondre à Dmitri Medvedev est du niveau de Donald Trump ? Là, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il sait très bien que Dmitri Medvedev n'est pas de son niveau, mais qu'il siffle un peu la fin de la récré sur les messages qui font peur à tout le monde depuis 3 ans. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est la limite. C'est-à-dire que Trump aurait aussi pu dire bon, écoutez, ce sont des propos d'ivrogne de fin de soirée. Finalement, on n'en tient pas compte. Là, il a choisi d'en tenir compte parce qu'il veut en même temps, et c'est la suite des séquences précédentes, des jours précédents, envoyer un certain nombre de messages à Poutine en disant maintenant j'en ai assez de ce que vous faites, j'en ai assez du fait que de toute manière vous ne me prêtez pas attention, vous me méprisez, vous me baladez, donc il n'est pas question que vous parliez plus fort que moi, que vous agitiez ce type de menaces, et donc ça s'adresse au régime russe d'une certaine manière dans son entier. Il aurait pu s'en dispenser, ça n'aurait pas été dramatique non plus, soyons parfaitement clairs. Je pense à ça pendant que vous me parlez. C'est aussi un signal qu'il envoie éventuellement aux Chinois, ça mange pas de pain ? Alors potentiellement oui, oui, mais je dis bien potentiellement pour une raison très simple, c'est que j'ai quand même l'impression, quand on voit les déclarations de Trump ou même de J.D. Vance avant, que la défense de Taïwan pour Trump n'a strictement aucune importance. Que lui, il est sur une considération d'une rivalité économique, voire d'une guerre économique avec la Chine, jusqu'à un certain point, mais que l'existence de Taïwan, le seul État chinois démocratique, si j'ose dire, ne lui importe pas plus que la violation de l'accord de rétrocession de Hong Kong, la loi spéciale à Hong Kong, les violations massives des droits de l'homme par les Chinois. Tout ça, évidemment, ça n'entre absolument pas dans l'univers mental de Trump. Est-ce que, Bruno Combi, une question, parce qu'on est en train d'essayer de voir évidemment comment les choses s'échelonnent. Alors, ces sous-marins, il y en avait déjà 2 qui croisaient quelque part sur la planète. Alors, est-ce que c'est 2 de plus ou pas ? Ça, on ne sait pas encore, mais on aura peut-être la précision dans la soirée. Est-ce qu'il y a, une fois que le président annonce donc qu'il va en positionner dans les zones concernées, comme il le dit très bien, est-ce qu'il y a un protocole particulier à l'intérieur du sous-marin ? Un sous-marin qui se met en alerte, par exemple, est-ce que ça change quelque chose à l'intérieur du sous-marin ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs niveaux d'alerte à l'intérieur du sous-marin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont prêts à répondre à tout moment. C'est ce qu'on appelle la permanence dans la dissuasion nucléaire française, et c'est pareil
pour les sous-marins de la Navy américaine. Donc à tout moment, ils peuvent répondre si l'ordre de tir arrive. Mais bien sûr, il y a quand même des niveaux d'alerte. Par exemple, si on est au niveau d'alerte supérieur, et ben un certain nombre de personnes, le commandant par exemple, mais aussi des officiers de tir, etc., vont pas aller dormir dans leur bannette. Ils vont rester en alerte. S'il y a une alerte imminente, il y a plus de personnel et il y a un certain nombre d'opérations préparatoires au tir qui peuvent être anticipées. On s'assure que tout est prêt, encore plus. Mais de toute façon, à tout moment, le sous-marin est prêt à répondre. C'est la base même de la dissuasion nucléaire. Et c'est la même chose sur les silos, là où sont effectivement, stockés, on peut dire stockés, les armes nucléaires. Oui, c'est la même chose sur les silos, où là, effectivement, il y a différentes gradations, c'est ça ? Oui, c'est ça. À tout moment, ils peuvent répondre, mais il faut un certain temps quand même pour tirer. Et suivant qu'on est à un niveau d'alerte plus ou moins élevé, on va pouvoir tirer plus ou moins rapidement. Et donc, en cas de crise extrême, comme la crise des missiles de Cuba, ou si ça montait, là, on n'en est pas encore là, mais si ça montait davantage en puissance et qu'il y ait une grosse crise majeure, à ce moment-là, effectivement, on passe à des niveaux d'alerte supérieurs et le tir peut être plus rapide, certaines opérations pouvant être anticipées. Alors, on va vous présenter tout à l'heure, après cette émission, un documentaire justement sur la menace nucléaire. Je voudrais que vous en écoutiez un extrait de deux des intervenants, dont Bruno Tertrais, qu'on connaît bien sur LCI, au sujet du rapport qu'entretient Donald Trump avec la menace nucléaire. Regardez. Variable Trump, c'est qu'il va tellement loin qu'on ouvre une autre période stratégique. Il a toujours eu une approche de la dissuasion en général qui consiste à dire « retenez-moi où je fais un malheur, vous savez, je suis peut-être complètement fou ». C'est exactement ce que disait Richard Nixon pendant la guerre du Vietnam. Il appelait ça littéralement la théorie du fou. Il voulait que ses adversaires soient persuadés qu'ils pourraient faire à peu près n'importe quoi. Alors ça, c'est super intéressant, la théorie du fou. C'est-à-dire faire peur à l'adversaire, que l'adversaire puisse se dire, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, il pourrait faire une bêtise. Mais elle est vraie à l'inverse, en fait. Le premier principe, en fait, c'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. Ouais. Donc dès qu'on rentre dans le processus, par la force des choses, si on se met à tirer, c'est fini, la planète planète explose littéralement. L'autre est mort aussi. Le deuxième point, c'est qu'il faut que votre adversaire, ou votre ennemi, soit sûr que vous allez tirer. Parce que c'est fondé sur la crédibilité, c'est le cœur du sujet. C'est pour ça qu'en fait que Trump n'a pas tort lorsqu'il sort ces deux sous-marins, ou en tout cas qu'il le dit qu'il est en train de le faire. Parce qu'il se crédibilise, il dit voilà, moi je vais au bout du truc. C'est vrai qu'on se moque souvent de Trump, on dit oui mais Trump il parle, il raconte des trucs, etc. Et alors que Poutine, on se moque rarement de lui dans ce domaine-là au passage. Trump, on va dire oh non mais il connaît pas, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires, il est sympa, vous voyez, il traite des droits de douane mais il connaît rien au nucléaire. Là, il se met à niveau, il rentre dans une grammaire qui est quand même très particulière. Moi ce qui m'étonne quand même, c'est le fait qu'on ait été aussi vite à ce niveau-là. Ah oui. Parce qu'il aurait pu rester à un niveau, je dirais, de menace verbale, sans parler de sous-marins. On voit que très vite, il a été à un niveau... En début de semaine, déjà, il avait dit, vous savez, nous aussi, on a des armes qui peuvent... Voilà, il aurait pu en rester là. Il aurait pu faire quelque chose d'un peu... Là, je suis quand même étonné, parce qu'en fait, on sait tous, comme vous venez de le dire fort justement, c'est qu'il n'y a aucune chance que les Américains ni les Russes tirent sur des villes américaines ou sur des villes russes. C'est impensable. Il n'y a pas d'enjeu, en plus. Il ne se passe rien. Donc, c'est pas sur un mauvais mot qu'on déclenche une guerre nucléaire. Mais mais quand même, il rétablit une espèce d'équilibre entre la puissance américaine. En fait, Trump, c'est le chef des armées. Comme Poutine, comme d'ailleurs le président français. Donc c'est chef des armées. Donc en fait, il rétablit sa crédibilité. Il dit on m'a menacé. Le mot main morte est un mot qui est vraiment extrêmement difficile, extrêmement dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, tu vas pas être capable de résister à une première frappe russe. Oui, et c'est une blague. Ouais. Au bilan de l'opération, Trump est obligé de montrer quelque chose. Donc, mais il y a quand même... On va aller en Ukraine dans une seconde, retrouver notre correspondant, parce que je voudrais voir comment ça est pris en Ukraine. Mais il y a quand même une question, pardon, mais on se la pose tous en fait finalement, c'est que avec des gens, je veux pas avoir l'air d'être désagréable, mais avec des gens qui sont d'apparence quand même beaucoup plus structurés, beaucoup plus stables, beaucoup plus calmes, on comprendrait très bien ça. On se dit tous quand même, tous nous qui ne connaissons pas forcément tous ces enjeux-là, et on découvre, et c'est passionnant, on se dit quand même, on a un Poutine qui va en guerre, comme on n'a jamais vu, face à un Trump qui est capable d'aller en négociant avec Ursula von der Leyen, lui parler de sa salle de bal à 200 mètres de là, et qui parfois est décousu. Bah, c'est pas très rassurant quand même. Oui, c'est pas très rassurant, mais enfin, le Docteur Folamour, ça reste un film. Faut pas l'oublier. Voilà, je veux dire, c'est pas autre chose. Hein. Donc, je veux dire, on n'est pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Trump, à mon avis, s'il a manifesté tout cela, je dirais cette résolution et qu'il est allé sur le terrain de la réponse nucléaire, enfin, dans les mots, bien sûr, et dans une manœuvre, c'est aussi parce qu'il avait l'impression, et je pense qu'il a bien compris,
que jusqu'à présent, il ne faisait absolument pas peur à Poutine. Et que Poutine se moquait complètement. Donc, et ça l'a agacé. Voilà, il a dit peut-être je vais essayer de montrer autre chose. Poutine, moi aussi, je dis que j'ai même écrit effectivement dans un des livres auxquels vous faisiez allusion, n'ira jamais jusqu'au nucléaire. Il est prêt à sacrifier 3 millions de soldats russes sur le champ de bataille. Pour ça, c'est vraiment pas un problème pour lui. Il est prêt à aller jusqu'à des destructions massives, à sacrifier son pays sans même parler des autres. Mais je pense que sur le plan nucléaire, non. Ensuite, il y a quand même dans des États comme la Russie, a fortiori aux États-Unis, encore plus d'une certaine manière, je pourrais dire en France, vous avez quand même des processus. Oui, c'est ça. Des processus de décision, c'est-à-dire qu'on n'a pas un chef d'État qui appuie point sur un bouton puis le machin part. Hein. Je veux dire, d'abord il faut quand même acquérir la cible. Vous avez toute une chaîne de commandement. Et moi je me rappellerai toujours, c'était un séminaire à Halifax au Canada où on discutait avec le général Hyten qui à l'époque était le patron des forces stratégiques américaines, donc le commandement des forces nucléaires américaines. Et on lui a posé, c'est le premier mandat de Trump, et on lui a posé la question, mon général, mais si le président vous demande de déclencher le feu nucléaire, qu'est-ce que vous faites? Il dit, attendez, moi j'ai un code de déontologie, j'ai des obligations, j'ai prêté un serment, pas au président, mais à la nation, etc., etc. Et puis j'ai une conscience personnelle, j'ai une famille, voilà, j'ai peut-être des croyances. Non, tout ceci n'est pas automatique. Et même sur la Russie, je ne sais absolument pas, même si ce sont des dévots de Poutine, des larbins, tout ce que vous voulez, comment réagirait Gerasimov, le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense également, voilà, plus derrière toute cette chaîne de commandement. Bien Donc, sûr. voilà, faut aller voir le chant du loup. Voilà, donc, très bien ça. encore une fois, moi je pense qu'il faut absolument pas, il faut prendre les choses sérieusement, mais il ne faut absolument pas jouer à se faire peur.